Pardon. Donc, je présente d'abord Michel Poivert à qui on donnera la parole. Ensuite, on donnera la parole aux deux photographes. Et ensuite, il y aura ce dialogue entre eux où j'interviendrai un minimum comme modérateur. Donc, Michel, vous avez vu ces deux derniers livres sur notamment la photographie française et puis le livre La région humaine, très proche de nos préoccupations sur le documentaire, avec Gilles Verneret et la galerie donc, de Lyon. Et puis donc ce collège international de photographie qui passe des commandes et il va nous préciser un peu tout ce qui se joue depuis 2 ans autour de cette structure qu'il met en place et qui va trouver à se poser dans un lieu historique dont il va nous parler à Bry-sur-Marne. Et puis nos deux photographes, donc Hortense Soichet, qui a collaboré plusieurs fois avec le graphe, pour qui j'avais eu le plaisir de rédiger une préface à son livre Esperem. Très beau projet aussi. Et puis Nathalie Mohajer, donc, qui nous vient d'Allemagne, qui travaille en France. Et donc Cécile Cudi qui est absente malheureusement aujourd'hui. Voilà, donc Michel, parle-nous un petit peu, pour un petit 10 minutes, un quart d'heure, de tes activités nombreuses, de critique, d'historien d'art, d'historien de la photo et de curateur. D'abord, bonjour à tous. Merci Christian de cette introduction et l'accueil que je reçois ici de la part du graphe. Alors, je ne suis pas non plus trop long, mais c'est vrai que finalement, les synergies qui se créent par ces invitations, c'est des synergies de projets. Alors, le projet du Collège international de photographie que tu mentionnes, donc effectivement, il est en préfiguration depuis 2 années, enfin, fin 2018, il n'arrive plus à compter avec les interruptions qu'il y a eu ces derniers temps. 2 années, alors vous allez me dire, surtout ici, vous avez un historique de projet autour du graphe depuis des décennies, donc encore un projet ailleurs qui naît. Alors c'est pas un projet pour un projet, c'est tenter, comme on le fait tous, de répondre ou d'identifier d'autres formes ou d'autres besoins liés à la photographie. Et depuis quelques années, j'ai été très sensible au métier de tireur et surtout à la, disons, pas à la disparition, mais à la raréfaction de tous ces métiers qui sont des métiers de metteur en œuvre de la photographie. C'est-à-dire que, vous le savez, le photographe fait des images, parfois il tire, parfois pas, et que le dialogue qui se noue au moment de la production d'une œuvre est bien au-delà d'une exécution de mission, mais bien une pensée pratique de la création. Et alors tout ça c'est très banal, sauf qu'effectivement ce sont des métiers qui ont tendance à disparaître dans leurs dimensions les plus artisanales en raison, on va dire, de la révolution numérique d'il y a maintenant 25 ans. Donc on a un effet de trend comme ça autour de ces savoirs et de ces métiers. Et comme je suis enseignant, je suis au contact tous les ans de gens qui ont 20 ans, moi je vieillis, mais ils ont toujours 20 ans, et je me rends compte depuis plus de 20 ans maintenant d'une espèce de passion grandissante de la part des plus jeunes d'entre nous pour justement tous les procédés historiques et argentiques. Et comme si finalement la photographie était prise dans une drôle d'histoire qui était à la fois celle de la connaissance de son passé et des besoins de la création la plus expérimentale et la plus contemporaine. Et moi, en tant qu'historien de la photographie, j'avais plutôt l'habitude de travailler à la mise en récit du passé. Et en voyant des créateurs de plus en plus jeunes travailler avec des procédés historiques, je me suis rendu compte que finalement, c'était peut-être dans l'autre sens que ça se passait, et que finalement, l'avenir, c'était peut-être de transmettre les savoir-faire, l'histoire et la connaissance de la photographie dans son sens le plus pratique. Alors tout ça, ça a tourné dans ma tête depuis un certain nombre d'années. Et je me suis dit, il n'y a pas un endroit finalement où on pourrait conserver et transmettre les savoir-faire photographiques, puisqu'en France, on est très très fort pour conserver les images, avec les bibliothèques, les archives, etc. On est assez bon aussi sur le matériel, beaucoup d'endroits, de musées qui conservent très bien, à commencer par le CNAM, mais le musée de Bièvre et tant d'autres. Par contre, les savoir-faire, c'est-à-dire le patrimoine culturel immatériel, il n'est pas conservé. Et
pour être au contact de beaucoup de tireurs qui ont maintenant un certain âge, de départ en retraite, on se rend compte qu'il y a beaucoup de savoir-faire qui sont menacés. Donc d'un côté, il y a cette espèce de disparition, en même temps cet appétit dans la création contemporaine, et je me suis dit, il faut absolument relier un conservatoire des savoir-faire et un lieu d'expérimentation. Et donc, j'avais identifié cette espèce de demande, finalement. Et donc, je me suis dit, il faut créer un lieu qui soit un lieu où on puisse à la fois produire, faire, apprendre, comprendre, expérimenter, qui soit ouvert à la fois aux artistes, aux professionnels et au public le plus large, mais qui soit tourné autour du faire. Hein. Souvent, il y a plein de structures, et vous en êtes une ici, où on apprend à voir, on apprend à lire les images, mais comme je dis, c'est bien de lire, mais c'est bien d'écrire aussi, de savoir écrire, et donc de savoir faire. Mais de la manière la plus simple et la plus basique, hein, il ne s'agit pas de transformer chacun en grand tireur ou en grand photographe, c'est pas ça, mais de passer par le faire. Moi qui suis quelqu'un plutôt de l'écriture et de la théorie, je me prends moi-même à contre-pied et je vais sur ce terrain-là. Donc on a créé cette association de préfiguration du Collège international de photographie et on a eu plusieurs hypothèses de lieux de recherche et ça a abouti donc depuis un an à identifier et à répondre à une invitation qui est celle de la ville de Brie-sur-Marne. C'est vraiment à une demi-heure de Paris. C'est une ville intéressante au moins pour deux grands aspects. D'abord, il y a l'INA, il y a les studios de cinéma de Brie, donc c'est une ville qui est vraiment tournée vers l'image. Et puis, c'est la ville où a vécu l'inventeur Daguerre pendant près de 15 ans, il y a sa propriété, et qui a été rachetée par la ville il y a une dizaine d'années, qui est une très jolie propriété en cœur de ville, dont la ville a toujours eu envie de faire quelque chose, mais ils n'avaient pas vraiment d'idée. Et le maire nous a invités à regarder ce bâtiment, qui est une bâtisse 19e, qui a été refaite, bon, qui n'est pas en très très bon état, mais qui est en cœur de ville et qui est vraiment un lieu de mémoire, si vous voulez, même si elle a été en partie reconstruite pendant la guerre de 70, etc. Mais bon, bref. Et donc, ça faisait sens pour nous, bien sûr, autour d'un conservatoire des savoir-faire, d'être dans la maison de Daguerre, c'est quand même pas rien. La ville, ça les intéressait parce que ça fait un lien entre les origines de la photographie jusqu'à l'INA et à l'audiovisuel et à tout ce qu'on veut aujourd'hui. Et donc voilà, donc on est dans ce cercle vertueux de construction du projet aujourd'hui, avec, là on le saura bientôt, on va avoir les visites du ministère là, au mois de juillet et de la région. Et voilà, ça suscite vraiment un intérêt. Et surtout dans le paysage des activités photographiques en France, ça serait quelque chose d'un peu singulier et qui serait vraiment lié à un lieu de production et d'apprentissage des savoir-faire. Alors avec aussi l'idée de compléter d'autres projets naissants, puisqu'il y en a un autre très grand qui est à Lille, qui est l'Institut pour la photographie de Lille, qui est en train de naître aussi, et qui est lié, lui, plutôt à la valorisation des patrimoines et des fonds photos. Donc l'idée, voilà, ça serait de créer un petit peu aujourd'hui des lieux qui aient des missions qui répondent à des nouveaux besoins. Alors on a commencé avec les bourses, avec les ateliers, avec des choses comme ça. Donc on est très tourné aussi vers les publics, hein, comme le graphe. Il y a une dimension sociale, mais avec cette idée d'associer, c'est ça je pense qui est intéressant, d'associer aussi bien le métier d'art, parce que je le rappelle, hein, la photographie technique, le métier de tireur est un métier d'art, il est référencé dans les métiers d'art en France, mais on n'en fait rien. Donc on pousse à mort sur ce label-là de métier d'art. Et donc là, on a lancé une grande enquête pendant 2 ans avec la direction du patrimoine pour faire reconnaître le métier de tireur et les savoir-faire au patrimoine culturel immatériel. Donc c'est un long travail d'enquête qu'on va commencer avec des ethnographes, des sociologues, des historiens, des techniciens. Et on va faire des enquêtes dans toute la France auprès de tous les tireurs pour documenter les gestes, regarder. Et on a la chance que la nouvelle personne en charge à la direction du patrimoine et au ministère de la Culture de ces missions-là, c'est Valérie Perlès, qui a dirigé longtemps le musée Albert Kahn, et qui est ethnologue, et qui va faire aussi de ça un peu plus qu'un label, mais un vrai lieu de recherche. Et voilà, donc cette année, c'est la boulangerie qui a gagné. C'est des vrais enjeux, hein, la reconnaissance au patrimoine culturel immatériel. Donc on espère que dans 2 ans, on sera prêt, fin prêt, parce que ça peut aller jusqu'à l'UNESCO, donc on peut vraiment avoir une reconnaissance qui fasse du bien à tous ces métiers, quoi. Voilà, donc ça fait partie de toutes ces choses qu'on fait. Et puis, voilà, puis moi je fais des tas de recherches à côté, parce que ça c'est juste pour m'occuper. Et notamment, je travaille beaucoup sur la photographie de mes contemporaines et de mes contemporains, et c'est pour ça que je suis là surtout, en fait, pour parler du projet et de l'œuvre. Ça s'est manifesté par le livre sur la photographie française.
qui a été un succès, où il y a effectivement une diversité des productions de la photographie contemporaine. Est-ce qu'il y a eu autour de cette défense des photographes contemporains d'autres actions que tu as menées? Alors oui, c'est marrant de présenter ça comme une défense, une promotion. Ben oui. Oui, une promotion. Quand on a fait ce livre, c'était très rigolo, c'est une anecdote, mais elle est assez révélatrice. Je ne connaissais pas les éditions textuelles qui me téléphonent en plein été, il y a 3 ans, je crois, en disant voilà, on ne se connaît pas, il faudrait peut-être qu'on se rencontre. Donc je rencontre Marianne Théry. On prend souvent le café aux éditions textuelles, ça dure longtemps, c'est des discussions, etc. Donc on épuise tous les projets, etc. Et puis avant de se séparer, je lui dis, puis bon, il faudra quand même faire un jour le livre qui manque. Elle me dit, c'est quoi le livre qui manque? Elle me dit, moi j'ai une idée. Je dis, moi aussi. Je dis, faire un grand livre sur la photographie en France depuis 50 ans. Elle me dit, j'osais pas vous en parler. Et donc on est parti là-dessus. Et on se disait, mais c'est dingue, il y a des livres sur la photographie américaine, italienne, espagnole, anglaise, tout ce que vous voulez. Mais personne ne veut faire un livre, n'ose faire un livre. Bien sûr, 50 ans, c'est énorme. Il y a tellement de centaines de photographes qui se sont illustrés. Donc, il fallait être généraliste, synthétique, se fâcher avec tout ce qui ne serait pas dans le livre, etc. Et mener une enquête. Et surtout, comme moi, je suis avant tout quand même historien, même du temps présent, mais que je ne défends pas un type de photographie en particulier. Je suis aussi curieux du photojournalisme que de la photographie expérimentale. Et je pouvais être celui qui allait avoir, je dirais, une certaine neutralité d'expertise et pas dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, parce que le champ de la photographie a toujours été polémique. Ça commence avec Niepce et Daguerre. C'est que Daguerre est beaucoup plus important que Niepce. Donc ça a toujours été polémique. Et donc il fallait faire un livre non pas consensuel, parce qu'il y a des choses qui sont dites ou qui ne sont pas dites d'ailleurs, mais un livre qui ait une vraie tonalité d'histoire. Et, voilà. Et donc ce n'est qu'un livre d'histoire, mais c'est aussi un livre promotionnel. Parce qu'il s'est installé dans un vide. D'ailleurs, ce livre, il a marché parce qu'il est réimprimé, etc. Tout simplement parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Vous vouliez avoir une vision un peu synthétique sur 50 ans de photographie. Il n'y avait pas. Et voilà, donc j'espère qu'il y en aura d'autres qui seront peut-être contradictoires. Donc il y a ça. Et puis, un peu comme toi, j'ai une activité de critique aussi. Alors moi, je me dis jamais critique. Parce que j'ai une certaine idée. Pour moi, c'est un métier. Une vraie action, donc je fais de la critique, ça m'arrive, mais je ne suis pas critique, et où je fais des expositions, mais je ne suis pas curateur de profession, c'est-à-dire que si j'ai un projet, je le mène, mais je ne vais pas rechercher des projets, parce que je suis assez occupé comme ça. Mais non, mais moi, la région humaine, le livre qu'on a fait avec Le Bleu du ciel, qui est d'ailleurs la suite d'une grande exposition qu'on avait faite au Musée d'Art Contemporain de Lyon. Là, je dirais que j'étais plus effectivement de la promotion de la création contemporaine. Et c'est vrai que la région humaine a été, pour moi, une manière de travailler et d'identifier les grandes problématiques documentaires, en tout cas celles que je percevais, jusqu'à aujourd'hui. Et j'y développe une idée, une notion que j'appelle alors très simplement la photographie juste, qui est de dire finalement les enjeux sont éthiques et esthétiques. Et je crois que l'œuvre et le travail dont on va parler aujourd'hui s'inscrit dans ces questionnements-là, c'est-à-dire que finalement la recherche esthétique et les enjeux éthiques sont tellement liés et reliés les uns aux autres que le jugement de goût ne peut pas suffire à apprécier. On ne peut pas simplement dire j'aime, j'aime pas. D'ailleurs, je trouve que cette expo désarçonne d'emblée le jugement qui pourrait dire « Ah, j'aime bien » ou « j'aime pas ». Non, il faut d'abord commencer à regarder, ensuite lire, comprendre, écouter et prendre le temps. Et ça fait partie des manières de faire, et je reviendrai des manières de faire la photographie que je trouve très intéressantes, puisque je milite beaucoup pour qu'on déhiérarchise la place de l'image dans la photographie. Je pense que la photographie n'est pas de loin qu'une question d'image. Et je vais même pousser à dire que si la photographie pouvait se passer un petit peu de l'image, ça serait pas mal. Et c'est tout à fait possible. Et alors, comment as-tu rencontré le travail d'Hortense peut-être d'abord et le travail de ces trois-là, puisque Cécile n'est pas là, mais raconte. Alors Hortense, j'avais écrit un texte pour Intérieur, c'est ça? Ensemble. Ensemble. Intérieur, c'est le livre d'avant. Oui. C'est ça.
Oui, donc c'est il y a quelques années. Oui, dont une partie des photographies ont été réalisées à Carcassonne, au Viguier. Ah oui, c'est vrai, Oui, ça. oui, oui. Ouais. Oui, donc ça c'était un travail de, comme j'aime à le faire, c'est-à-dire tenter de mettre des mots sur un travail photographique pour une édition ou pour d'ailleurs une exposition ou une autre manière. C'est toujours un... J'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce que je faisais quand j'écrivais comme ça pour la photographie. Et ça m'est venu, lors d'un voyage, je m'ennuyais. Et j'écoutais France Culture, je sais pas, il y avait un décalage, j'écoutais France Culture, et il y avait un musicien, alors Gabriel Yared, je crois, qui expliquait ce que c'était qu'être un musicien qui composait de la musique de film. Il expliquait ça magnifiquement. Et ça m'est sauté au visage, à l'oreille, et je me suis dit, mais en fait, je fais de l'écriture de photographie. C'est-à-dire qu'en fait, j'écris pour être là, enfin d'abord, les gens lisent peu les textes, ils ont raison d'ailleurs, dans les livres de photos, ils regardent avant tout les œuvres. Mais c'est comment finalement trouver une présence dans le travail qui est là, mais qui est loin, mais qui joue une espèce de musique comme ça, de fond. Mais voilà, moi je suis contre l'écriture prescriptive qui dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est important, ça c'est pas important. Mais c'est là et c'est plutôt un travail finalement, j'ai mis longtemps à l'admettre, qui est plus littéraire que critique. Et donc c'est cette écriture de photographie. Alors j'avais écrit un texte là-dessus dans Artpress. Étienne Hatt à Artpress m'avait dit il faut que tu fasses ton coming out d'écrivain raté. Je lui ai dit tu as raison, il faut le faire, il est temps. Et donc il me dit essaye de mettre des mots sur ta manière de mettre des mots. Et donc j'ai appelé ça l'écriture de photographie. Donc c'était une occasion de rencontre avec Hortense. Et puis après on s'est recroisés à plusieurs reprises. Et puis dans le cadre du collège international de photo, tu as fait une grande commande, la première on pourrait dire, grande commande sur Ivry-sur-Seine, sur la commune d'Ivry, enfin le quartier même d'Ivry-Port. Une aventure qui n'est pas terminée, puisqu'il va y avoir un livre maintenant, il y a une exposition, et donc du coup on s'est croisés en pointillé ces 2 dernières années, on peut dire. Voilà. Vous connaissez le travail de Cécile Cuny en tant que photographe ou en tant qu'universitaire? Mais non, en fait je l'ai découvert avec le livre. Alors, moi, j'avais raté l'exposition à Gentilly. C'est trop près de chez moi. C'est pas drôle. Je suis venu là. Et donc, du coup, mais j'avais reçu le livre et je l'avais découvert. Donc, j'ai découvert l'ensemble du projet à ce moment-là. Et donc, du coup, je me suis replongé dans le livre en venant. Et puis là, je découvre l'expo. Et donc, je la redécouvre. Et j'en prends aussi plus la mesure. C'est toujours bien de revoir ou de relire. Hein, vous savez, les premières impressions, c'est toujours bien. Mais, voilà. Et donc aujourd'hui, moi, j'aimerais bien qu'on explore ensemble, puisqu'on a le plaisir d'avoir des actrices du travail, certains aspects qui peut-être ouvrent des portes ou demandent explication. Parce que le livre est une chose, l'expo en est une autre. Le livre, bien sûr, alors il y a tous les travaux des sociologues dedans, donc il y a beaucoup à lire, enfin voilà, c'est l'espace du livre, alors que là on est dans l'espace de l'expo. Je ne sais pas s'il y a des textes, mais peut-être on peut, enfin surtout dans les témoignages, hein, puisque vous pouvez lire quelques extraits de témoignages de personnes avec des mots choisis, mais là on a quand même des longs textes et on rentre plus dans la vie des gens, on va dire. D'accord. On va leur laisser la parole justement dans ce deuxième temps de ces rencontres critiques. Je ne sais pas qui veut commencer. On va se passer la parole, on présente peut-être rapidement le projet. Donc cette exposition, elle est associée à un projet de recherche universitaire porté par Cécile Cuny, qui n'est pas là aujourd'hui, qui est à la fois sociologue, maîtresse de conférence à l'université Paris-Est, qui s'appelle Gustave Eiffel, je crois, depuis peu, et photographe de formation. Elle est issue de l'école Louis Lumière. Et Cécile, il y a quelques années, en tant qu'enseignante, voyant des étudiants travailler sur la question de la logistique, elle a commencé à s'intéresser à ce sujet et elle a décidé de monter une recherche collective qui associait photographie et sociologie parce que depuis une douzaine d'années, elle a créé un collectif avec d'autres collègues, Anne Jarijon et Alexa Ferber, qui sont venus il y a 3 ans d'ailleurs pour Fiction Documentaire 2018 pour un workshop coup de poing où on avait travaillé sur les archives du Graphe. Donc on est un collectif qui travaillons sur
le fait de penser l'urbain par l'image. Donc, pour Cécile, mettre en place une recherche, c'est synonyme aussi de mettre en place une recherche pluridisciplinaire qui va associer images et sciences sociales. Donc, ce travail sur la logistique, d'emblée, il s'agissait d'essayer de comprendre ce sujet et de l'appréhender par le biais de la photographie et de la vidéo. Et donc, elle a monté ce projet qui porte sur 4 terrains, 2 en France, 2 en Allemagne, et il s'agit d'aller à la rencontre de manutentionnaires de la logistique, donc ces personnes qui travaillent dans des entrepôts et qui sont préparateurs ou préparatrices de commandes, qui sont à la réception au quai de chargement ou déchargement. Toutes ces petites mains qui vont permettre le réapprovisionnement des supermarchés, des différents magasins, des librairies qui sont présents autour de nous. Et donc l'enjeu, c'était de parler de ces personnes, mais sans pour autant donner à voir l'intérieur des entrepôts, de les donner à voir au travail, mais plutôt de s'intéresser à l'impact de ce secteur d'activité sur les modes de vie de ces personnes. Donc tout ce qui est hors travail, loisirs, les endroits où ils vivent, où ils se détendent, etc. Et donc ça s'est articulé, le travail s'est déployé sur 3 ans. Entre 2016, on a commencé début 2016, on a fini fin 2018, début 2019, en fractionnant le travail par période. Un premier temps qui consistait à observer les espaces, les paysages de la logistique, les endroits où se trouvent ces zones, où on a fait un travail plutôt presque d'observatoire des paysages. Et un second temps qui consistait à approfondir des entretiens qui avaient eu lieu dans un premier temps dans des entrepôts avec des ouvriers et ouvrières, en extérieur avec les photographes sur le terrain pour essayer de pouvoir comprendre la manière dont ces personnes vivent à travers des témoignages et des photographies. Moi, je suis rentrée dans le projet. Moi, je suis Nathalie Moadjer, photographe d'origine allemande. Ça fait 12 ans que j'habite en France maintenant. Et je suis rentrée dans ce projet grâce à Hortense Fauché, parce que nous avons fait une exposition ensemble à Nantes quelques années avant. Et voilà, Cécile avait cherché quelqu'un aussi qui est bilingue, qui parle français et allemand aussi, et qui est photographe. Ils m'ont demandé à joindre ce projet que j'ai adoré, parce que c'était carte blanche et un sujet très intéressant. Et du coup, c'était 1 an après, Hortense et Cécile ont déjà commencé à faire comme un transcrit de ces lieux par rapport à l'architecture, les photos que vous allez voir plus en nous. Et pour moi, 1 an plus tard, en 2017, je suis rentrée, voilà aussi d'abord faire les photos de lieux en Allemagne, à Dietzenbach-Nord, à côté de Francfort. Et en premier temps, un peu plus abstrait. Et après, nous avons commencé, grâce aux sociologues aussi, de rencontrer les travailleurs, les gens en France et en Allemagne, et de les rencontrer avec, toujours avec les sociologues, en les visitant 1 fois, 2 fois, plusieurs fois, et de vraiment rentrer dans leur vie privée, en leur proposant de se retrouver sur un lieu que c'est eux qui l'ont choisi, et de se promener avec eux, ou des fois ils sont nous-mêmes invités à leur maison, qui était incroyable, confiance, ils sont menés vers nous en fait. Et par contre, c'était toujours un travail entre photographes et sociologues ensemble. Et ça, c'était très beau parce que, bien sûr, il y avait beaucoup, comme on voit dans les livres, beaucoup de théories derrière et beaucoup de textes transcrits que les sociologues ont toujours apporté. En fait, moi, je travaillais avec Clément Barbier. Et il avait toujours, pendant nos promenades, enregistré tout ce que les gens ont dit. Et c'était un vrai échange entre nous 3. On a tous parlé ensemble, nous avons bien sûr donné un peu de notre côté, on a parlé de nous, on a posé des questions, mais on a surtout laissé parler ces gens de ce qu'ils ont eu envie de nous raconter en fait. C'était assez libre et je pense que c'est ça qui était un très beau côté de ce projet-là. En fait, ce que j'entends là, et si effectivement on peut le présenter dans le cadre de fiction documentaire, c'est que beaucoup d'artistes qui travaillent avec la fiction documentaire, qu'ils viennent des arts plastiques ou qu'ils viennent du reportage,
travaillent avec une communauté et interviennent sur ce qui s'est appelé dans les années 80 avec Michel Semeniaco, Marc Pateau, Laurent Malone, la photographie négociée. Et voilà, qui était une première approche de ce type de travail. Et vous le généralisez en travaillant aussi avec des responsables des sciences humaines, des chercheurs des sciences humaines, pour que cette négociation, elle passe pas seulement par un plaisir d'écouter l'autre, mais aussi par une réflexion menée par les sociologues. Ce qui pour moi me paraît encore plus intéressant, plus efficace peut-être. Oui, là où il y a négociation, où il y a aussi passage, prise en main de l'image par les personnes sujets, c'est que ces personnes-là donc, sont rencontrées dans un premier temps en entrepôt, ils adhèrent ou ils s'intéressent au projet ou ils ont envie d'aller plus loin, ils acceptent un second rendez-vous et ils ont la main sur comment ils vont se scénariser, comment ils vont se mettre en scène, comment ils vont se donner à voir dans ces espaces-là. On le voit par exemple avec Manuela, donc je parle de photographie que j'ai faite. Manuela en entrepôt, elle a une tenue de manutentionnaire. Hein. Quand on est en entrepôt, il faut mettre des chaussures de sécurité, il faut être un minimum habillé pour travailler, pas avoir de vêtements qui risquent de s'accrocher. Et donc là, lorsqu'on l'a retrouvée avec Cécile à Saint-Germain-en-Laye, elle avait mis une magnifique robe rose avec un manteau rose en fourrure splendide. Donc elle avait fait ce choix-là de nous donner rendez-vous dans le jardin du château de Saint-Germain-en-Laye, dans cette tenue-là, et elle a choisi le parcours. Où est-ce qu'elle veut être photographiée, qu'est-ce qu'elle veut raconter d'elle-même. Contrairement au photoreportage, les gens ne sont pas objets de la photographie, mais sont co-sujets de la photographie, oui. Ce qui fait vraiment une différence importante oui. Dans justement ce dont parlait Michel, sur l'éthique et l'esthétique en fait. Oui. Alors, je pense qu'on était très très présente, même quand on ne voit pas dans l'image, mais par rapport aux gens, comment ils ont interagi avec nous. Parce que c'était un échange, c'était leur choix de se présenter. Et on était toujours là en train de discuter avec eux. Et par exemple, pour moi aussi, les photos de Mostafa, j'ai adoré de le rencontrer parce que lui, en fait, c'est plutôt lui qui m'a dirigée. C'est lui qui a pris la posture. Ah, je veux bien que tu me fasses une photo comme ça. Et je veux bien que là, maintenant, derrière cet arbre, pose-toi là et fais une photo de moi ici. Et j'ai adoré d'être dirigée comme ça. Et c'était magnifique. Et c'était un vrai échange, en fait. Et aussi par rapport à la discussion, et on avait le droit de rentrer chez lui, et nous avons rencontré sa mère, et en plus il est iranien, mon père est iranien, je me sentais comme dans l'enfance, et avait tous ces gâteaux sucrés, non, c'était des très très belles échanges en fait. Oui. Alors vous voyez, je reviens sur ma boutade, mais ça fait maintenant 20 minutes qu'on parle de photographie, on est bien d'accord, hein, on n'a pas parlé d'image, voyez. Tout ce qui était mis en place dans ce projet, autour de la question de la photographie, n'est pas interdépendante de production d'images. Bien sûr, elles sont là. Mais ça, c'est très intéressant, c'est que la photographie, c'est quelque chose qui peut produire des cristallisations sociales, artistiques à un moment donné, mais que ces photographies-là aient été gardées ou pas à la fin, c'était pas grave. Ce qui est important, c'est que la photographie a permis de mettre en jeu une enquête, une relation, un dévoilement, une négociation, un partage, etc. Et puis, après, à la fin, il y a un peu de photographie. Il n'y en a pas tant que ça, hein, dans le livre. Il y a un peu de photographie. Et j'aimerais bien qu'on en parle un tout petit peu. C'est ce choix qui est aussi ce côté de travail de photographe, de prendre le choix de la série. Et bien sûr, des fois, il y a des photos qui sautent, que nous, on adore. J'avais 2-3 photos que je voulais absolument garder, mais en fait, ça ne marchait pas en série, ça ne marchait pas dans ce que moi, je voulais rencontrer par rapport à ces personnes, par rapport à l'histoire, parce qu'au final, c'est ça le choix. Et bien sûr aussi, quand on voit mes portraits, le portrait de Mostafa, de Nina de Santa ou de Francisca, on voit beaucoup de natures mortes aussi, qui pour moi, que je pris pendant ces promenades, et qui pour moi reflètent la façon de ceux qui m'ont raconté.
leurs sentiments, en fait, ce que je sentis vers eux. Et bien sûr que ça c'est moi qui décide ça. Et c'est l'histoire que moi j'ai envie de raconter. Et c'est vrai que là, ces gens-là, ils n'ont pas eu la main là-dessus. C'était mon choix. Bien sûr. Et j'irai plus loin, parce que quand on regarde tes photographies exposées ou dans le livre, elles sont immédiatement reconnaissables. C'est-à-dire qu'on a une manière de photographier, on va dire un style, qui est parfaitement le tien. On peut le repérer dans le livre, on le repère dans l'exposition. Il est même très marqué volontairement, avec le travail sur la couleur, le flash, la composition. Mais il s'inscrit dans un travail collectif. Et moi, je trouve que c'est toujours un défi terrible quand on travaille à plusieurs, sur des sujets qui sont aussi sensibles que ceux-là, où il y a des enjeux sociaux, politiques, économiques, éthiques, on l'a dit. C'est à la fois d'affirmer sa sensibilité dans son travail, mais tout en ne cannibalisant pas tout le projet. C'est-à-dire rester à sa place en faisant le travail du collectif, mais en ne renonçant pas à sa sensibilité. Et je pourrais dire la même chose d'Hortense, on reconnaît le travail d'Hortense Flachet. Alors, bien sûr, après, on connaît les livres, etc. On retrouve des éléments, des marqueurs stylistiques, hein, qui sont plus ou moins forts, plus ou moins neutres. Mais moi, j'avais envie de vous interroger l'une et l'autre. Pour moi, il y a toujours une magie autour de ces projets collectifs. C'est-à-dire, comment vous vous réunissez? Est-ce que vous choisissez ensemble? Bien sûr, il faut à la fois s'ajuster, être dans une dynamique avec des méthodes qui s'ajustent les unes aux autres. Mais voilà, comment ça se passe? Est-ce que tout le monde est... est-ce qu'il y a des moments où il y a un peu des sursauts d'ego? Enfin, voilà. Non, on travaille entre femmes, donc il n'y a pas de problème. C'était plutôt on se soutenait, en fait. Non, mais c'est vrai, il faut dire. Oui. Il y avait des fois, chacun de nous, ce petit doute, est-ce que c'est bien de continuer comme ça? Au début aussi, que finalement, Hortense et moi, on a travaillé en argentique. Et au début, on ne savait pas si on peut faire ça. Et quand on a proposé ça aux autres, on dit, c'est génial, on a le moyen. On était tellement contente. Et après, de trouver notre voie, le choix, est-ce que ça fait vraiment sens de continuer de faire la série comme ça? Et c'était tout un progrès, on s'est vu tellement souvent. Et on a plutôt soutenu l'autre, ah oui, mais là, non, on continue de travailler comme ça, et c'était assez fort. Oui. Après, en termes pas d'harmonisation, mais d'organisation du travail, on est parti de méthodes empruntées au champ des sciences sociales. Pour la première partie, on a fait des transects avec Cécile. Alors, Nathalie est arrivée un peu plus tard, donc des traversées en ligne droite dans des lieux, les zones logistiques, en s'inspirant de méthodes aussi empruntées à la photographie avec les observatoires photographiques. Donc, on avait envie aussi d'utiliser ce contexte de travail pour approfondir et expérimenter des choses qu'on avait pu interroger précédemment dans le cadre de Penser l'urbain par l'image. Et sur le second temps, qui porte sur les itinéraires et les rencontres avec les ouvriers et ouvrières, on s'est inspiré de la méthode des itinéraires de Jean-Yves Petitot, qui est un sociologue qui a mis en place un système d'entretien en collaboration avec un photographe qui interagit et photographie les échanges entre le sociologue et la personne interviewée. Donc on partait de ça, on s'en est inspiré, et puis chacune a pris la direction qu'elle souhaitait à partir de ce dispositif. Donc ça, c'était un moyen aussi de faire lien. Et puis après, il y a eu le temps aussi des échanges qui ont été d'une richesse incroyable avec Michael Houlette et également avec Eric sur comment on fait avec toute cette matière et avec un travail qui est quand même à l'origine une recherche académique pour le rendre exposable. Et le vulgariser entre guillemets, parce qu'on se retrouve avec un livre rempli de textes, des textes universitaires. Il faut quand même imaginer comment synthétiser et pouvoir partager ça. Donc le travail aussi d'association et de relation entre les images, il s'est fait grâce à des personnes, à ces personnes-là qui nous ont accompagnés. Oui, donc on va dire à une pensée d'exposition, oui, de mise à disposition. Parce que c'est compliqué pour nous, même photographes, de travailler seul sur ces questions-là, surtout
lorsque le travail s'est réalisé dans le cadre d'une recherche académique. Ouais. En même temps, beaucoup de tenants des fictions documentaires essayent de mener au bout leur travail jusqu'à la post-production, qui donc se manifeste par le livre et par l'exposition. Donc, comment vous êtes intervenus toutes les trois là-dessus? Sur le livre et l'exposition? Sur la finalisation et du livre et de l'exposition. On a travaillé... Les échanges. Oui. Et surtout, oui, Eric était là. Nous avons travaillé beaucoup avec Michael, qui nous a vraiment aidé beaucoup dans le choix, parce qu'il a une grande expérience avec des expositions. Et dans le choix comment nous allons présenter nos œuvres, en fait. Parce que bien sûr, au début, on avait des autres idées, comment on va les mettre en place. C'est marrant parce que moi, tout au début, j'avais une idée plutôt les tailles grands, petits, tout ça, mais ça ne marchait pas du tout avec mes photos au final. Et Hortense, toi, tu voulais faire plus tous la même taille, et Hollande, ça ne marchait pas non plus. Alors oui, on s'est échangé, on a changé. Beaucoup de temps d'échange entre nous, et donc avec Michael Houlette, qui est le directeur de la maison Robert Doisneau, avec Eric aussi lorsqu'il montait à Paris, donc beaucoup de travail, un an, plus d'un an de travail de préparation de l'expo, et évidemment de préparation du livre avec l'éditeur. Oui, toute l'année 2019 a été consacrée à ça. Rappelez-nous, l'éditeur, c'est Créafis. Créafis. Ouais. Et est-ce qu'il est beaucoup intervenu dans le projet ou pas? Comment ça s'est passé, votre négociation avec eux? C'est pas une critique par rapport à eux. Non. À la fin, mais c'est vraiment pour savoir. Il y a eu quand même pas mal d'échanges. Moi, Créafis, je travaille avec eux depuis plus de 10 ans. Oui, donc voilà, j'ai une relation très particulière, très forte avec les Créafis. Ils ont quand même, en parallèle de ce livre, ils préparaient le livre L'urbain par l'image, qui porte sur les collaborations. Donc, il y avait déjà, puis ils travaillent pas mal quand même sur des bouquins qui vont associer photographie et sciences sociales. Donc, ils connaissent ce sujet-là. Et puis, comme d'habitude, des allers-retours sur qu'est-ce que va être ce livre? Est-ce que ça va être un livre de photographie ou un livre de sociologie? Je sais. Alors, nous, ils tendent plutôt... Pour eux, c'est plutôt un livre de photographie, mais c'est vrai que c'est un livre de photographie qui contient quand même beaucoup de textes. Il y aurait dû en avoir beaucoup plus, parce que vu le nombre de chercheurs sur le projet, et Cécile est en train d'écrire un nouveau livre sur le sujet qu'en texte, parce que oui, même quand il y a beaucoup de textes là-dedans, le sujet est bien plus large que ce qui est déjà présenté. Puis il faut penser que le livre, il a été préparé en 2019 sur une recherche qui s'est finie en 2018. Et quelque part, il n'y avait pas suffisamment de recul, c'était trop tôt. Pour Cécile notamment, pour qu'elle parvienne à faire le travail d'analyse un peu plus approfondi sur ce qui s'est passé sur le terrain. Donc elle prépare un second livre qui est en fait son habilitation à diriger des recherches qui portera de nouveau sur ce travail-là. Alors moi je trouve ça assez intéressant de rappeler cette temporalité parce qu'on est dans une époque d'ultra rapidité, notamment dans l'événementiel, dans la culture, etc., où on demande aux artistes, en l'occurrence aussi aux photographes, de répondre, de fournir, quand vous voyez les durées des commandes passées depuis 2 ou 3 ans par le ministère de la Culture, où on demande des résultats au bout de 6 mois, par exemple. Bon, il y a une folie d'accélération. Il faut rappeler quand même que les grands livres de photographie dans l'histoire souvent ont été publiés 10, 20, 30, 40, 45 ans après la production des images, les livres de Walker Evans, pour ne pas en parler. Donc cette temporalité est importante. Le fait que finalement, quand je parlais, ce n'est pas une question de collectif, c'est comme un laboratoire de recherche qui s'est mis en place avec un projet de recherche, comme on le fait dans le monde académique. En général, la pensée académique, c'est sur 10 à 15 ans. C'est le rythme classique de conception, expérimentation, traitement, production, diffusion. Donc c'est 10-15 ans. Mais l'artiste et le chercheur, pour moi, c'est à peu près les deux mêmes familles d'esprit, intuition, expérimentation, c'est à peu près, ça fonctionne pareil. Et on voit beaucoup maintenant ce duo à l'intérieur d'une même personne qui est l'artiste-chercheur, dont on voit aujourd'hui que c'est quand même deux manières d'élaborer la pensée artistique et la pensée critique ensemble, et ce temps-là est nécessaire. Il est nécessaire parce que le temps de rencontre, alors la méthodologie, vous en avez parlé, elle n'est pas inventée d'un coup, c'est quand on va au contact d'une grande problématique sur qu'est-ce que le travail aujourd'hui, comment on peut le montrer parce qu'il se cache,
comment montrer qu'il se cache d'une certaine manière, hein, comment accepter peut-être de ne pas faire autant d'images, de ne pas être illustratif, mais d'inventer son référent, c'est-à-dire aller à la rencontre des gens, à sortir du monde du travail. Bon, tous ces questionnements-là arrivent à un moment donné à une expérience qui est menée, mais il faut ensuite la retraiter. Et puis, pour aller jusqu'au livre, jusqu'à l'édition, il faut penser livre et il faut penser exposition. Et effectivement, c'est des années, des années, des années, des années. Et donc, ce temps de réalisation d'une œuvre, voilà, c'est une œuvre, comme je dis, hein. 95% de la photographie produit des œuvres en dehors de l'art, il faut quand même s'en rappeler. Hein. L'art n'est qu'une toute petite partie de la production photographique. Hein. Là c'est du savoir, c'est plein d'autres choses. Eh bien, ce temps-là, il faut le prendre en considération aussi pour financer ces projets. C'est-à-dire qu'il faut les financer sur le mode de la recherche, c'est-à-dire avoir des financements sur plusieurs années, parce que comment voulez-vous qu'une équipe se constitue et puisse se projeter sur ce temps d'enquête, de restitution et d'exposition s'il n'y a pas de visibilité en se disant ben, comment on va faire. Bon. Sinon on passe son temps. Donc ça je le dis parce que c'est la partie cachée de ce projet comme ça, et on le voit bien d'ailleurs à la dernière partie, c'est finalement quand on voit toutes les institutions qui ont aidé. Grâce à Cécile, voilà. Et elle a fait un travail. Mais c'est un travail de collaboration, de partenariat pour obtenir du financement pour arriver à réaliser ça. Pardon. Donc ça, c'était simplement pour insister sur finalement l'anthropologie de ce genre de projet, mais aussi en sous-texte pour dire que quand on est dans la création d'un projet photographique de ce type-là, la dimension romantique du photographe ou de l'artiste qui va être inspiré face à un sujet, face à des personnages, c'est quand même quelque chose d'un peu daté et qu'on est au contraire dans des moments de réflexion où l'intuition peut être là, on le voit par exemple dans des paysages, dans des moments, et que je parlais de ton approche stylistique ou même de celle d'Hortense, où à un moment donné, peut y avoir effectivement la question esthétique qui est là, le choix esthétique, mais il est gagé sur tout ça. C'est-à-dire que même si à un moment donné, j'emploie ce terme que j'aime pas du tout, mais si à un moment donné il y a une icône qui sort, s'il y a un personnage, s'il y a quelque chose qui dit « Ah, cette image, elle est ultra forte », il faut la calmer. Il faut la calmer parce qu'il ne s'agit pas de faire des posters autour du sujet. Mais quand l'image, elle est forte, faut pas non plus la neutraliser. Donc, faut trouver. Et je trouve, je pense à l'accrochage à l'étage. Donc vous avez pensé avec Michael, je crois, et Eric, donc qui sont ces petits dispositifs en plutôt petit format, hein, avec néanmoins des cadres élégants. On est dans quelque chose qui est une sorte d'emboîtement d'images, et certaines de ces images, pour pas dire toutes, sont quand même extrêmement belles, mais elles sont d'une beauté qui se conjugue, qui fait qu'on n'est pas dans un effet waouh, hein, mais on se dit, bah, ouais, comment ça se passe, voilà. Et les images se mettent à, j'aime bien employer ce terme de Valérie Joux, elles se mettent à travailler entre elles. Et ça travaille en fait. Vous pouvez rester devant très longtemps, il y a des moments où il y a une parfaite unité de lumière, puis après on se rend compte que mais on est là avant, après, à côté, cet espace il est habité, est-ce que c'est l'espace commun de toutes ces personnes ou pas? Et finalement, on réintroduit de la complexité par l'esthétique. Et c'est là où le travail de l'exposition est très différent de celui de l'édition, qui va être plutôt sur des phénomènes de feuilletage, de succession. Hein, on pense, ça travaille, mais autrement. Et finalement, je trouve que la question esthétique, en venant à la fin, c'est-à-dire dans la question de l'exposition et de l'édition, elle arrive à la bonne place. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire « je vais sélectionner cette image qu'elle est vachement bien ». Non, ce n'est pas le problème. Tout le monde est capable, malheureusement, de faire une bonne image. Mais 2, ça devient plus compliqué. Et 3, plus encore. Mais c'est le seul art qui permet aux gens qui ne maîtrisent pas de faire des bons résultats. C'est pour ça qu'il faut quand même mettre l'image à sa place dans la photographie. Hein. C'est quand même pas l'essentiel. Mais donc on le voit bien dans les compositions que vous avez faites ou dans les effets de série. Ça travaille esthétiquement. Mais dans ce concert d'enquête, d'information, de récits, et moi, s'il y a une chose que je retiens dans ce livre et dans cette exposition, qui à mon avis est quand même très rare, c'est le son, c'est-à-dire les voix. Moi, j'entends les voix des gens. Et je relisais là, en venant tous les témoignages, donc la parole restituée, là aussi c'est un travail de recréation, la parole restituée de ces travailleurs et travailleuses, comme disait l'autre. Et dans l'exposition, ça marche, moi je trouve ça parfait, il y a cette voix off qui est restituée
par les mots. Et en fait, très très vite, vous devenez familier de ces gens-là que vous n'avez jamais rencontrés. Vous connaissez leur parcours de vie et vous avez leur voix et vous avez des images et leurs portraits. Et cette façon de sonoriser la photographie, d'amener du son, dans le livre, oui, c'est un rapport texte-image, mais d'avoir la restitution des paroles, quand vous allez les relire, c'est très stupéfiant. Moi, j'ai eu l'impression de devenir familier de ces gens-là. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui nous dit toujours que la photographie, c'est quelque chose qui travaille, il y a plusieurs images, c'est du texte, c'est du son, c'est de la modélisation dans l'espace, c'est de l'édition. Et je crois que c'est plus vrai que jamais dans un projet comme celui-là qui est obligatoirement multidimensionnel. Et je ne parle pas de tout ce qu'on apprend dans le livre et quand même dans l'exposition, mais le livre est effectivement très très nourri d'études sur notre société, son mode de fonctionnement. Voilà, on a vécu à l'ère du tertiaire, les métiers du tertiaire, il faudra un nouveau mot, c'est pas le quaternaire, mais ce prolétariat, ce nouveau prolétariat qui est incroyable, qui est nous tous, on en est tous des usagers. Et moi, c'est extrêmement touchant. On a l'impression d'être dans le récit de Florence Aubenas. C'est-à-dire qu'on voit des corps abîmés par des métiers qu'on ne voit jamais. Et on ne s'imagine pas que les gens sont dans cet état-là. Alors, si j'insiste sur ça, c'est parce que Hortense, tu le dis dans l'introduction, et c'est extrêmement important avec un sujet comme celui-là, c'est de ne pas tomber dans le misérabilisme. C'est comment finalement ces parcours de vie, alors il y a des gens qui sont très bien dans leur tête, qui vont bien, d'autres moins bien, enfin il y a une grande diversité de personnages, mais entre guillemets, ça serait facile de faire des plans où on les voit fatigués, désabusés, allant au boulot le matin, enfin je veux dire, c'est tellement facile, et quand on s'interdit le misérabilisme, mais qu'on veut quand même toucher la réalité sociale, comment on fait? C'est une question. Ouais. Comment vous avez fait finalement voilà, quand vous êtes touché par les gens, par les situations, humainement. Ah oui, absolument. Et on est touché par ça. Et je pense que quand on creuse vraiment en regardant les images, même si les gens sont l'air souvent très joyeux parce que c'était un moment joyeux, quand on se promenait bien habillé, de se promener avec eux, il y a une certaine mélancolie, il y a une certaine chose il y a une deuxième couche qui est un peu cassée derrière, quand on regarde vraiment, et on voit qu'il y a quelque chose qui cloche. Et on voit que la réalité dans leur métier, dans leur travail, et surtout des fois aussi la photo, et après on a le texte, le témoignage qui est complètement brut et dur. Et oui, on retrace ça dans certaines couches dans l'image aussi. Et ça reste subtil, je trouve que c'est important que ça reste subtil. Et oui, c'est pas que, par exemple, là je prends juste un exemple qui n'est pas dans ce projet-là, mais quand on travaille avec des alcooliques, on n'a pas forcément besoin de montrer l'alcoolisme avec qu'il est en train de se gorger du vodka. Mais on voit qu'il y a des traces autour de l'intérieur, par exemple, de l'habitat, la façon comment, par exemple, nous aussi, on a choisi les natures mortes avec, qui sont très beaux, mais qui montrent une certaine mélancolie avec. Ça, c'est aussi le choix d'image. Oui, on joue avec ça. Une forme d'esthétique un peu du retrait, l'idée de parler d'un sujet, mais tout en détournant un peu le regard. Donc, peut-être travailler, pour ce qui me concerne, plutôt sur le rapport de la personne au paysage. Et puis il y a aussi le choix des endroits où les gens nous donnent rendez-vous et ce qu'ils ont envie de montrer d'eux-mêmes. Donc c'est un peu un moyen, encore une fois, on leur donne la main, on leur laisse le choix et ils peuvent choisir de composer avec nous et de parler de leur situation à travers les endroits où ils nous amènent. Il y a je parle encore de Mustapha parce que j'ai adoré. Et c'était, en fait, lui, il était impressionnant, il était tellement grand et tellement costaud et un homme fort. Et en même temps, il avait le cœur brisé, et il avait une dépression en lui. Il habitait avec sa mère, les deux s'en étaient très fusionnels. Et oui, bien sûr, j'ai essayé de capturer ça, en fait, ces photos-là, et de capturer aussi cette façon comment il nous a parlé en permanence de la recherche de l'amour. Il avait une nouvelle petite copine qui était en Angleterre, alors il était, pendant qu'on a fait la séance photo, en train de
se texter en permanence avec sa copine en Angleterre, en anglais, l'anglais très mal, mais c'était tellement touchant. Et alors oui, je vis au bout d'un moment les deux tables. Il y a ces photos dans cette série qui se touchent comme une table de mariage et comme ce symbole de l'amour. Oui, bien sûr, ça c'est mon interprétation, mais du coup pour moi ça marchait très bien de le mettre dans cette série, ou cette statue je ne sais plus quel lieu c'est, pardon. Oui, c'est David, voilà, de David tellement fort, mais un peu kitsch. Il y avait ce côté kitsch avec lui. Et alors, on joue avec ça par rapport à l'image, par notre interprétation, mais aussi le sentiment qu'on a envers cette personne. On essaie de transcrire sa personnalité, la façon d'être, et pas que forcément peut-être le travail qui est très dur. Oui, il a été brisé par sa situation de vie, absolument. Tu posais tout à l'heure, Michel, la question de l'image de communication, de l'image icône, et on se l'est posé aussi avec Mathilde et Eric quand il a été question de faire le programme de fiction documentaire 2020. Et c'est donc cette image de Nathalie qu'on a choisie avec la main sur ce crochet, parce que dans ce cadre-là, pour nous, pour la communication de fiction documentaire, et de la participation de On n'est pas des robots, c'était peut-être une des images qui jouait le plus facilement sur différents publics. Bon, je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, je pense que ce choix, on le revendique toujours, parce que c'était effectivement dans un autre contexte. C'était pas ni celui du livre, mais c'était vraiment un contexte de communication et de la manifestation, et à l'intérieur de la manifestation de l'exposition. Voilà. Alors moi je voudrais juste poser une autre question. Dans le livre, dans l'introduction du livre, il est clairement mis en place une généalogie d'histoire de la photographie par rapport à ce type de projet, depuis le nouveau documentaire social dans les années 70 aux États-Unis jusqu'aux pratiques partagées dont on parlait tout à l'heure, qui sont des grandes références au moment où finalement des artistes, des photographes ont tenté de se démarquer du marché de l'art et d'inventer des pratiques engagées, immersives, qui sont des contextes très politisés, qui étaient aux États-Unis contre la guerre du Vietnam, sur la côte ouest, avec des gens comme Alan Sekula par exemple, mais dont la dimension politique était vraiment l'étendard, la justification, le positionnement. Donc je voudrais savoir, en revendiquant cette histoire-là, aujourd'hui, on n'est pas des robots, en quoi c'est un projet politique ? Je crois que c'est au cœur du sujet, non ? Sociocritique, c'est toujours politiquement critique. Pour commencer, je pense que le point de départ, c'est le sujet étudié, le fait de travailler sur cette classe sociale. De s'intéresser à ces personnes, de faire le choix, encore une fois, de mettre en place un dispositif qui permet de passer la main, de travailler avec eux, de se positionner à leur côté, de rendre possible aussi un retour sur les images et sur les textes produits. Donc c'est une question pour moi de sujet, de positionnement et d'approche photographique, et puis aussi de type de rendu, cette articulation entre texte et image qui va permettre une forme de polyphonie, peut-être de complémentarité aussi, et parfois de distance entre ce qu'on voit et ce qu'on peut lire. Pour moi, très concrètement, j'avais appris beaucoup de choses et je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus naïve par rapport au travail de logistique, surtout en Allemagne, parce que comme plus
je fais des photos en Allemagne par rapport à la situation des travailleurs et je pense que là où ça devient très politique parce que la France a toujours ce grand exemple envers l'Allemagne que oui, les chiffres des sans-emploi, ils sont tellement bas en Allemagne, oui, on se demande pourquoi et finalement on s'est rendu compte pourquoi, parce que nous avons rencontré beaucoup de gens qui sont travaillés dans l'intérimaire. Et l'intérimaire en France, en Allemagne, c'est catastrophique, la situation de ces travailleurs-là, parce qu'ils sont limite pas de droits. Ça veut dire que, en fait, la loi, c'est celui qu'ils sont embauchés par des boîtes intérimaires, ils travaillent pendant 9 mois dans des centres ou ailleurs logistiques, et ils sont payés très 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 peu, beaucoup moins que les gens qui sont embauchés par des centres logistiques. Ils font le même métier. Quand il y a un chef qui n'aime pas le visage, ils sont virés directement, ils peuvent virer d'une minute à l'autre. Et surtout après ces 9 mois, normalement, la boîte intérimaire est obligée de leur payer la même somme, le même salaire que les gens qui sont embauchés par, qui sont salariés par le centre logistique. Et alors, du coup, ils sont virés par la boîte intérimaire. Et après, il faut qu'ils refont la queue pour être re-embauchés par la boîte intérimaire. Et c'est un cercle. Alors, ils se retrouvent dans cette situation de vie. Ils sont complètement instables. Et même juste pour avoir un appartement, c'est très, très, très difficile parce qu'ils ne sont pas de stabilité par rapport au travail. Et les gens ne leur donnent pas de location. Et là, oui, ça devient très politique. Oui, donc moi, ce que j'entends, c'est assez clairement une analyse critique et une dénonciation d'une situation. Ce que j'entends aussi, c'est une méthode éthique dans la MET. Et ça s'appelle « On n'est pas des robots ». Alors, « On n'est pas des robots », c'est une phrase qui est prononcée, qui est reprise en titre. Donc, vous portez une phrase, comme vous la portez dans l'exposition, qui est sans ambiguïté. On n'est pas des robots, on a le sous-texte, hein, on est des humains. Je vais me faire donc l'avocat du diable. On fait tous des commandes sur Amazon quand on en a besoin, surtout en période de confinement. On est tous la fin de chaîne de cette société de services où on essaye de l'être un peu moins, on essaye d'être un peu plus éthique. Est-ce qu'on n'est pas des robots? Le livre, le projet, c'est politiquement une manière de témoigner aussi d'une prise de conscience du visiteur. Est-ce que là, c'est ça qu'il faut, ça qui se joue? Oui, en reprenant le point de vue et l'analyse de Cécile, on peut dire que ce qui est dénoncé, c'est pas tant la logistique, parce que la logistique, si elle est là, si les entrepôts sont présents sur nos territoires, c'est parce que les usines en sont parties. Donc les entrepôts, c'est le passage obligé parce qu'on produit à l'autre bout du monde. Donc ce qui est condamné, c'est plutôt un système que le fait de passer par les entrepôts. Il y a des entrepôts qui s'installent, des personnes y travaillent et voilà ce que ça donne. Mais c'est plutôt le système capitaliste et la mondialisation qui sont dénoncés. Et du coup, tout ce que ça engage et tout ce que ça provoque en termes de conditions de travail. Ok, je crois qu'il va être bientôt temps de conclure. Donc, comme on le fait à chaque fois, on va nous demander si dans la salle il y a des interventions, des questions. Oui, Maria. Quand on fait un travail critique et éthique comme celui-là, comment est-ce qu'on peut l'amener à des personnes qui sont décisionnaires? Comment est-ce qu'on peut se projeter sur mon travail a été vu, a été lu, on a pris des consciences? Est-ce que c'est par la diffusion, et est-ce que vous avez des projets de diffusion sur votre travail en dehors des expositions comme ici à Carcassonne, l'édition d'Amig? Comment est-ce que, je me pose la question, comment est-ce qu'on va au-delà? Tu veux dire dans les entrepôts? S'il y a eu un retour déjà, dans les entrepôts, mais aussi dans la clientèle Amazon. Est-ce que c'est un site internet qui va permettre de prendre connaissance de tout un document, un document sociologique qui visiblement est très complet et qui va nous permettre de prendre conscience? Après, il y a toute la diffusion qui se fait dans le champ académique avec des communications dans le cadre de colloques, des articles qui sont diffusés plutôt auprès des chercheurs et chercheuses. Lors du premier vernissage à Gentilly, il y avait un certain nombre de personnes qui ont participé au projet, des manutentionnaires qui étaient là.
chacun et chacune a eu un bouquin, des photographies pour restituer le travail. Et pour ce qui est des restitutions, alors il y a des échanges avec les syndicats qui ont souvent facilité les contacts en France pour parvenir à faire le travail, enfin faire les entretiens en entrepôt. Quant aux directions, c'était en cours. Alors c'est plutôt Cécile qui a suivi ça, mais normalement les entrepôts ont reçu également les livres. Bon, il faut avoir conscience aussi du fait que les entrepôts qui nous ont ouvert leurs portes ne sont pas les entrepôts dans lesquels ça se passe le plus mal, forcément. Amazon, on n'y a pas mis les pieds. C'était pas forcément non plus l'entrepôt qui nous intéressait le plus, mais en tout cas les directions ont eu les livres pour pouvoir aussi avoir un retour sur l'enquête effectuée, sachant qu'ils sont anonymisés dans le livre et dans l'exposition, mais bon, grand magasin, Galerie Lafayette, on comprend rapidement de quoi il s'agit. Mais en même temps, c'est une réponse à l'obscène publicité Amazon qu'on voit sur toutes les télés en ce moment, qui montre combien ces gens sont heureux de travailler chez Amazon, combien leur identité est respectée, etc. Je ne sais pas si vous avez vu un peu ces... Non, mais je vous conseille, parce que c'est... Enfin, moi, je trouve purement obscène cette chèvre qui sonne à l'enclos. Oui, oui. Ouais, non, c'est... Peut-être une dernière question. Ouais, c'est ça. Pour revenir peut-être sur une question d'image plus directement, j'étais intéressé par l'empan qu'il y a dans ce travail, entre des images qui sont du côté peut-être du témoignage, du document, du côté du discours, peut-être plus proche du discours académique d'une certaine façon, d'un côté. Puis de l'autre côté, des images qui sont peut-être là où il n'y a pas le discours, parce que c'est le parti pris de faire en sorte qu'on ait des images qui soient comme celle-ci, par exemple, pas dans le descriptif, pas dans le documentaire, mais plutôt du côté de l'énigme, c'est-à-dire du champ laissé à l'imaginaire, du champ laissé à l'interprétation, donc quelque chose qui se définit en même temps contre le discours d'une certaine façon. Ici, on a des images qui viennent conforter un discours académique, qui décrivent, qui viennent apporter du complément, du descriptif sur la façon dont c'est organisé, sur la façon dont... Ici, on est dans complètement autre chose. On est dans quelque chose qui ne décrit pas. Est-ce que ces questions-là ont été pensées? Comment elles ont été travaillées à l'intérieur du collectif? Si elles l'ont été, ou bien ça s'est construit comme ça? J'ai vu la critique par rapport à deux sociologues qui se sont dit que oui, mais ça fait pas de sens parce que oui, c'est pas assez sociologique mon travail, surtout ce parti-là. Non, je sais, non, il n'y a pas de souci. Et c'est marrant parce qu'ils disent oui, mais que je rapporte trop une côté artistique individuel. Pour ça, après, entre nous, on était très d'accord que ça reste quand même aussi un travail artistique dans la photographie et oui, on est libre de faire ça. Et Cécile était complètement ouverte pour cela. Et on a tous, et après des sociologues un peu plus jeunes aussi, je dis ça, et c'était ça qui est intéressant en fait, de donner plusieurs angles. Et surtout ce travail-là, c'était en promenant avec Clément aussi, qui m'a montré la zone de Dietzenbach. Qui est sociologue, oui. Qui est sociologue, et pour nous deux, c'était super. Et il a adoré de se promener avec moi parce qu'il a commencé à voir ce que moi j'ai vu et en essayant de trouver des traces des gens qui travaillent sur ce lieu. Oui, finalement, les photos, ils sont plus abstraits, mais je pense que ça résonne très très bien avec les autres images qu'on voit, en fait. En fait, une fonction d'image. Non, mais non. Parce qu'il y a eu, Nathalie est arrivée un peu plus tard sur le projet, quelques mois après, alors qu'on avait fait avec Cécile toute une campagne un peu d'observation de ces zones qui nous servait aussi de matière pour comprendre les lieux. C'était une méthode en fait pour nous de prendre possession du terrain, donc l'éprouver physiquement, marcher dans ces zones, faire des photos, se faire klaxonner par des camions. Voilà, qu'est-ce qui se passe, comment on vit sur ces zones. Donc, à partir de là, le terrain était balisé, était préparé pour pouvoir aussi en faire autre chose. Nathalie est arrivée, elle avait l'opportunité du coup de porter un regard plus personnel, plus intime peut-être sur ces zones. Et moi en parallèle, j'ai fait une vidéo qui va moins parler, qui est là normalement, qui va moins documenter l'ensemble des zones, mais qui va être plutôt une perception depuis
depuis un lieu de convivialité qui parle un peu de qu'est-ce qui se passe dans ces espaces-là. Et quant à la série en haut, au moment où on a commencé à concevoir l'exposition en 2019, moi j'entamais dans le cadre de la commande du CNAP sur le flux un travail sur les personnes qui travaillent dans les entrepôts, dans la continuité de cette recherche, mais j'avais vraiment envie pour le coup d'aller dans les entrepôts, de photographier les gens. Donc c'est plutôt un travail de portrait. Mais en parallèle, j'ai fait des photos des espaces, des lieux de travail. Et avec Michael Houlette, on s'est dit que ça serait bien en contrepoint quand même de proposer aux visiteurs, aux lecteurs, d'avoir un aperçu de ces lieux. Donc quelques photographies en contrepoint qui permettent de dialoguer et qui facilitent aussi la compréhension de là où on met les pieds. Et pareil pour la bâche. Voilà. La très grande photo oui. En bas de l'escalier. Après, à Lectoure, il y avait une autre proposition, parce que l'espace le permettait. On avait fait 2 frises qui étaient des fragments de corps en relation avec les espaces de travail, les outils de travail, les objets manutentionnés. Donc ça prenait la forme d'une 2 fois 10 images à peu près en frise, comme ça. Ce que je trouve un peu amusant aussi, finalement, c'est qu'on a une photographe française qui est assez péchérienne ici, une photographe allemande qui est assez Valérie Joulienne de l'autre côté. Valérie Joux, pas trop. Non, je dirais Valérie plutôt anglaise. Je ne la connais pas. Ouais. Oui, anglaise aussi. Ouais, c'est vrai. Mais il faut remonter avant. Moi, c'est plus l'Est. Je suis très influencée par la photographie. Voilà. Eh bien, écoutez, merci à vous 3 Merci beaucoup. de cet échange qui nourrit encore notre regard sur cette très belle exposition. Il faudra effectivement, quand ils auront débarrassé le plancher, voir la vidéo d'Hortense, ainsi que celle de Cécile. Le diaporama, oui. Le diaporama de Cécile. Voilà. Et puis relire les textes, regarder le bouquin. Lire tout le livre. Hein. Merci à tous et à toutes.